Cela devait être une soirée tranquille. Je venais de finir de plier les minuscules bodys que j'avais achetés cet après-midi-là pour mon bébé. L'accouchement n'était plus qu'une question de semaines, et je me cramponnais à chaque instant de paix que je pouvais trouver dans mon petit coin de Lyon. L'appartement n'était pas grand, mais il offrait une vue sur la Saône, et mon mari, Michel, m'avait promis que nous chercherions bientôt quelque chose de plus spacieux pour nous trois. Les coups à la porte résonnèrent comme des pierres jetées dans une eau calme, secs, calculés, comme s'ils annonçaient non pas une visite, mais une déclaration de guerre. En ouvrant, je fis face au regard glacial de Madame Leclerc, ma belle-mère. Elle avait toujours été une femme dure, élevée dans la France de l'après-guerre, avec des idées rigides sur la famille et le devoir. Elle ne m'avait jamais considérée comme digne de son fils, le brillant avocat promis à un avenir politique. « Ta place n'est plus ici », dit-elle froidement, et avant que je puisse assimiler ses paroles, elle me pressa des documents contre la poitrine. C'était un acte de transfert de propriété, avec la signature de Michel déjà apposée sur le papier. L'appartement que j'avais acheté avec l'héritage de ma grand-mère ne m'appartenait plus. Je reculai d'un pas, sentant l'air se dérober de mes poumons. « Tu ne peux pas être sérieuse », murmurai-je, cherchant le regard de Michel. Il se tenait derrière sa mère, les yeux rivés sur le parquet que j'avais choisi avec tant de soin. « C'est mieux pour la famille », dit-il, répétant ces mots comme une marionnette sans volonté. « Ce que nous avions, était une erreur, Lucie. Ma mère a raison. J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne ma position, mes ambitions. »« Et notre bébé ?» demandai-je, ma main protégeant instinctivement mon ventre. Madame Leclerc intervint, avant que Michel ne puisse répondre. « L'enfant sera mieux avec nous à sa naissance. Une femme comme toi, sans relation, sans éducation appropriée, que peux-tu lui offrir ?» Les larmes me brûlèrent les yeux, mais je refusai de les verser devant eux. « C'est chez moi, ici, » dis-je avec le peu de dignité qu'il me restait. « Plus maintenant, » répondit-elle. Et d'un geste vers Michel, mon propre mari commença à sortir une valise du placard. Il l'avait préparée avant mon arrivée. Tout était planifié, calculé comme une exécution. « Tu as 10 minutes, » dit-il sans me regarder dans les yeux. « Nous avons été généreux. Il y a un peu d'argent dans l'enveloppe. » Mes mains tremblaient, tandis que je jetais quelques affaires dans la valise. Des vêtements, ma brosse à dents, l'album photo de ma famille à Marseille. Je ne pouvais plus penser clairement. Comment étais-je passé de la préparation de la chambre de mon bébé à faire ma valise pour partir? La porte se referma derrière moi avec un claquement sec. Je me retrouvai pieds nus, enceinte et tremblante sur le trottoir du boulevard de la Croix-Rousse, face à l'immeuble qui avait été mon foyer pendant 3 ans. Les lumières de la ville se brouillaient à travers mes larmes, tandis que je cherchais mon téléphone pour appeler Camille, ma seule amie à Lyon. Alors que je marchais dans les rues pavées, quelque chose changea en moi. Ce n'était pas seulement de la tristesse ou de la trahison, c'était de la fureur. J'avais tout donné à cette famille, mon temps, mon argent, mon amour inconditionnel, et il m'avait jeté comme un vieux meuble qui ne s'accordait plus avec la décoration. Cette nuit-là, réfugiée sur le petit canapé du studio de Camille, je sus une chose avec certitude. Jamais je ne les supplierais de me reprendre. Au contraire, je leur ferais regretter d'avoir un jour pensé que j'étais faible. « Que vas-tu faire ?» demanda Camille, me servant une tisane à la camomille, alors que je regardais par la fenêtre vers la basilique de Fourvière, illuminée au loin. « Survivre », répondis-je. Et ensuite, vivre si pleinement qu'ils s'étoufferont dans leur propre amertume. Je ne savais pas comment j'allais y arriver. Je n'avais pas de plan, seulement une détermination ardente qui grandissait à chaque coup de pied de mon bébé dans mon ventre. Mon fils ou ma fille ne connaîtrait pas l'humiliation que j'avais subie cette nuit-là. Nous nous relèverions ensemble, d'une manière ou d'une autre. L'argent que Michel avait laissé dans l'enveloppe suffirait à peine pour un mois. Après ça, je serais seule, avec un nouveau-né dans les bras et sans travail. Mais en caressant mon ventre cette nuit-là, je fis un serment silencieux. Nous reviendrons, et quand nous le ferons, ils ne nous reconnaîtront pas. Les jours qui suivirent furent comme une marche sur du verre brisé. Je me réveillais chaque matin sur le canapé de Camille, oubliant un instant ce qui s'était passé, jusqu'à ce que la réalité me frappe comme une vague glaciale. J'essayais de me concentrer sur mon bébé, mais la douleur s'enroulait autour de chaque battement de mon cœur.
Je me souvenais comment Michel m'avait promis le monde entier lorsque nous nous étions rencontrés dans ce café près de la place des terreaux. Comment ses yeux brillaient en me parlant de ses rêves de changer le système judiciaire français, de défendre les plus démunis. Comment il embrassait mon ventre chaque soir depuis que nous savions que j'étais enceinte, murmurant des plans pour notre avenir. Comment cet homme était-il devenu l'étranger qui m'avait tourné le dos? Je repassais chaque conversation, cherchant les signes que j'avais manqués. Peut-être que tout avait commencé à changer quand son cabinet avait commencé à représenter des politiciens importants, quand les dîners avec sa mère étaient devenus plus fréquents, quand il avait cessé de parler de justice pour ne parler que de relations. « Il faut que tu manges quelque chose, Lucie », insistait Camille chaque matin, posant des tartines avec de la confiture devant moi. Pour le bébé. Le bébé. Mon encre. Ma raison de respirer. Je ne pouvais pas m'effondrer maintenant. Je devais protéger la vie qui grandissait en moi du venin de cette famille. Je refusais de laisser l'amertume me submerger, mais je ne pouvais pas non plus prétendre que ce n'était qu'un orage passager. C'était un incendie qui avait tout consumé, et je devais renaître de ses cendres. Je commençais à écrire dans un carnet que Camille m'avait offert. Chaque détail sur la façon dont il m'avait pris l'appartement. Chaque mot prononcé, les dates, les documents, tout. Ce n'était pas seulement une thérapie, c'était des preuves. Je parlais à un avocat, puis à un autre. Peu à peu, je rassemblais les pièces d'un plan. Ce qu'ils ont fait n'est pas légal, m'expliqua Aurore, une avocate à la retraite, amie de la tante de Camille. Le transfert de propriété exige votre signature volontaire. On ne peut pas vous expulser de votre propre maison comme ça. De plus, étant enceinte, il existe des protections supplémentaires. Une petite flamme d'espoir s'alluma dans ma poitrine. Je ne cherchais pas la vengeance pour la vengeance. Je voulais la clarté, la force. Je voulais construire quelque chose que personne ne pourrait plus jamais m'enlever. Et le moment venu, je voulais qu'ils voient la femme qu'ils avaient essayé de détruire, debout, plus forte que jamais. La première échographie sans Michel fut un moment doux amer. Le technicien sourit en me montrant l'écran. C'est une fille, ma fille. Les larmes que je versais étaient d'une émotion que je ne pouvais nommer, un mélange d'amour infini et de profonde solitude. Elle s'appellera Victoire, dis-je à Camille ce soir-là, alors que nous préparions un simple dîner dans sa petite cuisine, parce que c'est ce qu'elle m'a donné quand je n'avais plus rien d'autre. À mesure que mon ventre s'arrondissait, ma résolution grandissait aussi. Je commençais à chercher du travail. Ce n'était pas facile, pour une femme enceinte de 7 mois, mais j'avais de l'expérience en marketing digital et je pouvais travailler de chez moi. Je décrochais quelques petits clients, assez pour louer un modeste studio dans le quartier du Vieux-Lyon. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. Un après-midi, alors que je me promenais aux Halles Paul Bocuse pour acheter des fruits, je tombais nez à nez avec la mère de Michel. Madame Leclerc choisissait des olives, avec son air de supériorité habituel. Quand elle m'aperçut, ses yeux se plissèrent. « Je vois que tu es toujours là », dit-elle avec dédain, en regardant mon ventre proéminent. Je respirais profondément, ressentant un calme que je n'avais pas connu depuis des semaines. « Je serai toujours là, Madame Leclerc. Cette ville est aussi la mienne. »« Michel a déjà tourné la page, » répondit-elle avec un sourire malicieux. « Il sort avec la fille d'un juge. Quelqu'un qui lui convient. » Les mots étaient conçus pour blesser, pour me faire douter. Mais au lieu de la douleur, je ressentis de la pitié pour elle, pour son petit monde d'apparence et de relations vides de sens. « Je suis heureuse pour lui, » dis-je simplement. « J'espère qu'il trouvera ce qu'il cherche. » Je m'éloignai avant qu'elle ne puisse répondre, la tête haute et une main protectrice sur mon ventre. Je ne lui donnais pas la satisfaction de me voir affectée. Ce soir-là, en terminant un projet pour un nouveau client, je réalisais que quelque chose avait changé. La douleur était toujours là, mais elle ne me définissait plus. Je construisais quelque chose de nouveau, pas à pas. Dans ce petit studio, avec les bruits de la ville filtrant par la fenêtre ouverte, je commençais à imaginer un avenir différent de celui que j'avais prévu avec Michel. Un avenir où ma fille et moi nous suffirions, où nous construirions notre propre définition de la famille. L'affaire judiciaire avançait lentement. Aurore avait trouvé des irrégularités dans le transfert de propriété, mais le processus serait long. « Tu dois te préparer à une bataille », m'avertit-elle. « La famille de Michel a de l'influence. »« Je suis prête », répondis-je, sentant la détermination s'installer dans mes os. Il ne s'agit pas seulement de l'appartement. Il s'agit de justice. Pendant ce temps,
je continuais à travailler, économisant chaque euro que je pouvais. Camille m'aida à préparer un petit espace pour Victoire dans mon studio. Un berceau d'occasion, des vêtements tricotés par sa grand-mère, un mobile avec des étoiles que j'avais fait moi-même. Ce n'était pas la chambre que j'avais rêvée pour ma fille, mais elle était remplie d'amour. Parfois, dans le silence de la nuit, lorsque le poids de tout ce qui s'était passé menaçait de m'écraser, je sortais l'échographie et parlais à voix basse à ma fille à naître. « Nous serons fortes ensemble, ma petite. Et un jour, nous récupérerons ce qui nous appartient. » Le travail a commencé une nuit d'avril, alors que les rues de Lyon dormaient encore, et que seul le murmure du Rhône au loin accompagnait mes premières contractions. J'étais seule. Pas de fleurs. Pas de main à tenir. Juste le téléphone près du lit, avec le numéro de Camille prêt à être composé. J'essayais de respirer comme on me l'avait appris lors des cours de préparation à l'accouchement que j'avais suivis seule. 1, 2, 3. La douleur allait et venait comme la marée, de plus en plus intense. Quand j'ai finalement réveillé Camille d'un appel tremblant, elle est arrivée en moins de 20 minutes, les cheveux en bataille et la détermination dans les yeux. « On va rencontrer Victoire », dit-elle simplement, m'aidant à rassembler la petite valise que j'avais préparée depuis des semaines. Le taxi nous déposa à l'entrée de la maternité de l'hôpital de la Croix-Rousse. Le bâtiment, moderne et immense, me parut soudain intimidant. Comment allais-je mettre une vie au monde toute seule? Pendant qu'on m'enregistrait, l'infirmière demanda où était le père. « Il ne viendra pas », répondis-je, surprise par la fermeté de ma propre voix. Dans la salle de travail, entourée par le bip rythmé des moniteurs et l'odeur aseptisée, je trouvais une paix étrange. Alors que les contractions s'intensifiaient, je murmurais à ma fille encore à naître « Tout ira bien, toi et moi ». Et quand j'ai finalement entendu son premier cri, il a sonné comme un cri de guerre, petit mais féroce. Ma fille était parfaite, un symbole de tout ce qu'ils avaient tenté de me prendre sans y parvenir. « Victoire », dis-je à la sage-femme quand elle me demanda son nom. Elle s'appelle Victoire Garcia Vega. Je la posai sur ma poitrine, son petit corps encore couvert des vestiges de la naissance, sa petite tête avec des mèches de cheveux noirs collées à la peau. Je regardais ses yeux, à peine ouverts, et je lui promis que je ne laisserais jamais personne lui faire sentir qu'elle était superflue. Elle méritait mieux que ce que j'avais enduré, et c'est moi qui le lui donnerais. Même si cela signifiait repartir de zéro, même si cela signifiait ravaler ma fierté chaque jour, jusqu'à ce que je puisse me tenir à nouveau debout. Camille prit quelques photos avec mon téléphone. « Elle est magnifique, Lucie », dit-elle, les larmes aux yeux, aussi forte que sa mère. Au cours des heures suivantes, infirmières et médecins entrèrent et sortirent de la chambre. Ils étaient à tous gentils, mais je pouvais sentir leur regard de compassion. Une mère célibataire, sans famille pour lui rendre visite, juste une amie. Ils ne savaient pas que derrière cette image de fragilité se cachait une détermination de fer qui grandissait à chaque minute. J'espérais, dans un coin de mon cœur, que Michel apparaîtrait, que la nouvelle de la naissance de sa fille réveillerait quelque chose en lui, qu'il romprait le sort que sa mère semblait avoir jeté sur lui. Je laissai Camille publier une simple photo sur Instagram, ma main tenant la minuscule main de Victoire, avec la date et l'heure de sa naissance. Je savais qu'il la verrait. Il n'a pas appelé. Il n'a pas posé de questions. Pour lui, pour sa famille, j'avais disparu. Mais je n'avais jamais été aussi présente dans ma propre vie. Pendant qu'ils vivaient dans mon appartement, célébrant leur victoire, je construisais l'avenir dont ils ne feraient jamais partie. Et le meilleur de tout, c'est qu'ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. Les nuits à l'hôpital furent difficiles. Victoire pleurait, j'étais épuisée, et la réalité de ma nouvelle vie s'installait comme un poids sur mes épaules. Mais à chaque moment difficile, je regardais ma fille et je voyais un but. Il ne s'agissait plus seulement de justice ou de récupérer ce qui m'appartenait. Il s'agissait de construire quelque chose de mieux. Quand nous avons eu notre congé, Camille nous a emmenés dans mon petit studio. Elle avait rempli le frigo, nettoyé l'appartement et placé un vase de tournesol près du berceau. « Ma tante viendra demain pour t'aider », me dit-elle, « et je viendrai chaque après-midi après le travail. » Les premières semaines furent un brouillard de couches, de tétées nocturnes et d'une fatigue qui s'installait dans les os. Mais il y eut aussi des moments d'une joie si pure qu'elle m'en coupait le souffle. La première fois que Victoire a attrapé mon doigt de toute sa main, la façon dont son visage se détendait complètement en dormant sur ma poitrine,
ces petits bâillements qui semblaient contenir tout le mystère de l'univers. Aurore, l'avocate, est venue rencontrer Victoire et apporter des nouvelles de l'affaire. « Nous avançons », me dit-elle en tenant ma fille avec l'expertise de quelqu'un qui a eu de nombreux petits-enfants. « Nous avons la preuve que le transfert a été fait sous la contrainte. Et il y a autre chose. Il semble qu'il n'ait pas lu correctement l'acte de fiducie. Votre nom est toujours sur le titre de propriété, dans le cadre d'une fiducie qu'ils ne peuvent pas modifier unilatéralement. » Une étincelle d'espoir s'est allumée dans ma poitrine. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire, ma chère, qu'ils t'ont expulsé d'une maison qui, légalement, est toujours la tienne. Le sourire d'Aurore était celui de quelqu'un qui a vu assez d'injustice dans sa vie pour savourer chaque victoire, aussi petite soit-elle. Ça prendra du temps, mais nous allons la récupérer. Alors que Victoire fêtait son 1er mois, j'ai commencé à réorganiser ma vie. Je travaillais pendant qu'elle dormait, parfois jusqu'à tard dans la nuit. Mes clients en marketing digital se multipliaient grâce aux recommandations. J'ai découvert que j'avais un talent particulier pour les campagnes sur les réseaux sociaux, pour raconter des histoires qui touchaient les gens. Un jour, en me promenant avec Victoire dans le parc de la Tête d'Or, j'ai croisé un ancien camarade d'université qui dirigeait maintenant une agence de marketing. « Lucie, ça fait longtemps. »« Taham » s'exclama Xavier, s'arrêtant pour admirer ma fille. « Et cette princesse ?»« Ma fille, Victoire », répondis-je avec fierté. « Elle a 2 mois. Nous avons échangé des nouvelles. Je lui ai parlé de mon travail en freelance, et avant de nous quitter, il m'a fait une offre. Nous cherchons quelqu'un pour diriger nos campagnes digitales. C'est un poste flexible. Tu pourrais travailler de chez toi la plupart du temps. Pense-y. » Ce soir-là, pendant que Victoire dormait dans son berceau, j'y ai pensé. Ce ne serait pas facile, mais avec l'aide de la tante de Camille et une bonne organisation, ça pourrait marcher. Et le salaire était considérablement meilleur que ce que je gagnais en freelance. 1 semaine plus tard, j'acceptais le poste. Ma première campagne fut pour une marque de vêtements durables dirigée par des femmes. Le concept que j'ai développé était basé sur la résilience, sur la façon dont ce qui semble fragile peut être incroyablement fort, comme un fil de soie, délicat à première vue, mais capable de supporter des tensions énormes sans se rompre. La campagne fut un succès. On m'a rapidement confié des projets plus importants, des clients plus prestigieux. Chaque euro que je gagnais était un pas de plus loin de l'humiliation qu'il m'avait infligée, une brique de plus dans la nouvelle vie que je construisais pour Victoire et moi. Pendant ce temps, l'affaire judiciaire suivait son cours. Aurore me tenait informée, mais m'avertissait que les tribunaux étaient lents et que la famille de Michel avait des contacts. Peu importe. Je n'étais plus désespérée de récupérer l'appartement. J'avais maintenant une mission plus grande, leur prouver qu'ils n'auraient jamais dû me sous-estimer. Avec Victoire dans les bras, je suis retournée travailler à plein temps quand elle a eu 2 mois. Fatiguée? Absolument. Mais animée par un feu qui n'avait jamais brûlé avec autant d'intensité. Xavier, mon patron à l'agence, m'a donné la flexibilité dont j'avais besoin. Je travaillais de chez moi 3 jours par semaine et emmenais Victoire avec moi les 2 autres jours. Nous avions aménagé un petit coin dans le bureau avec un lit parapluie et le nécessaire pour elle. « Tu es la meilleure stratège que nous ayons », m'a dit Xavier un vendredi, alors que nous examinions les résultats de la campagne pour un domaine de Bourgogne. « Les clients te réclament spécifiquement. » Je souris, ressentant un mélange de fierté et de détermination. Je ne pleurais plus jusqu'à m'endormir. Je souriais, je riais, et je commençais même à pardonner. Non pas pour eux, mais pour moi. Chaque euro que je gagnais était un pas de plus loin de l'humiliation qu'ils m'avaient forcé à vivre. Mais je n'oubliais pas. Je ne pouvais pas oublier. Aurore, mon avocate, suivait la piste légale de l'appartement. Il s'est avéré que mon nom figurait toujours sur l'acte de propriété, dans le cadre d'une fiducie qu'il ne s'était jamais donné la peine de lire correctement. Il m'avait expulsé d'une maison qui, légalement, était toujours la mienne. Aurore sourit en le confirmant. « Tu veux récupérer l'appartement ?» demanda-t-elle. Je regardais Victoire, qui jouait avec ses pieds sur la petite couverture que j'avais étendue sur le sol du bureau d'Aurore, puis je regardais à nouveau l'avocate. « Je veux le moment », répondis-je. 6 mois après la naissance de Victoire, l'agence m'a offert une promotion, directrice de la création. Le salaire était plus du double, et j'aurais ma propre équipe. La première nuit après avoir signé le contrat, alors que Victoire dormait paisiblement dans notre nouvelle maison,
un petit mais lumineux appartement dans le 6e arrondissement que j'avais réussi à louer, j'ai eu une idée. « Je veux créer ma propre agence », dis-je à Camille lors de notre café du samedi. Une agence différente. Une qui embauche des mères célibataires, des femmes qui ont été mises de côté mais qui ont tant à offrir. Camille me regarda avec des yeux brillants. « Tu sais qui pourrait être intéressé à investir ? Frédéric Moreau. » Frédéric avait été un de nos clients à l'agence, propriétaire d'une chaîne d'hôtels-boutiques qui s'étendait dans toute la France. Il avait été impressionné par mon travail sur sa dernière campagne. Une semaine plus tard, je lui présentai mon idée sur la terrasse de l'un de ses hôtels. Au début, il hésita, incertain si une mère avec un bébé pouvait gérer la pression. Je le regardai dans les yeux et dis « J'ai traversé pire. Je ne demande pas la charité. Je propose des résultats. » 2 semaines plus tard, j'avais mon financement. Renaissance digitale, décidai-je de nommer l'entreprise. Parce que c'est ce qu'elle représentait pour moi. Un nouveau départ, une résurrection professionnelle. Je louais un petit espace dans un immeuble moderniste près du centre, assez grand pour une équipe initiale de 5 personnes. Ma première embauche fut Thérèse, une brillante graphiste qui avait été licenciée lorsqu'elle était tombée enceinte. La deuxième fut Sophie, une spécialiste des réseaux sociaux, mère célibataire de jumeaux. Ensemble, nous avons construit quelque chose d'extraordinaire. Notre premier client important fut une marque de cosmétiques naturels qui voulait renouveler son image. La campagne que nous avons conçue a dépassé toutes les attentes. Bientôt, d'autres clients sont arrivés, recommandés par le bouche à oreille. Ce qui rendait Renaissance spéciale, c'était notre approche. Nous comprenions les vraies femmes parce que nous étions de vraies femmes, avec des vies compliquées et belles. Nos campagnes avaient une authenticité que les grandes agences ne pouvaient pas reproduire. Pour le premier anniversaire de Victoire, j'ai organisé une petite fête dans notre bureau. Il y avait 5 bébés qui rampaient entre les adultes, des rires, un gâteau fait maison et un sentiment de famille que je n'avais jamais connu dans la maison des parents de Michel. À Victoire, portai-je un toast, tenant ma fille qui faisait déjà ses premiers pas incertains, qui nous a appris qu'il y a toujours un nouveau départ. Ce soir-là, en couchant ma fille dans son lit, plus dans un berceau, je réalisais le chemin que nous avions parcouru. Nous ne vivions plus dans un studio prêté. Nous avions un foyer chaleureux, une entreprise prospère et un cercle d'amis qui était devenu notre famille choisie. L'affaire judiciaire avançait également. Aurore avait réussi à faire en sorte qu'un juge examine l'affaire, et les choses ne s'annonçaient pas bien pour Michel et sa mère. Le transfert de propriété avait été effectué de manière irrégulière, et il y avait des preuves de coercition. Michel avait essayé de me contacter plusieurs fois, d'abord par des messages secs, puis par des supplications lorsqu'il réalisa qu'il pourrait perdre l'appartement. « Nous pouvons trouver un arrangement », disait son dernier message. « Il n'est pas nécessaire que les avocats s'en mêlent. » Je n'ai pas répondu. Le temps des arrangements était révolu depuis longtemps. Pendant ce temps, Renaissance digitale grandissait plus vite que je n'aurais pu l'imaginer. Pour notre premier anniversaire en tant qu'entreprise, nous avions déjà 15 employés et avions déménagé nos bureaux dans un espace 3 fois plus grand. Frédéric, impressionné par les résultats, avait augmenté son investissement, nous permettant de nous étendre à Paris avec une antenne. Le soir où nous avons signé les papiers pour l'expansion, Frédéric m'a invité à dîner pour célébrer. « Quand je t'ai rencontré, dit-il en trinquant avec du champagne, j'ai vu de la détermination dans tes yeux, mais je n'aurais jamais imaginé que tu construirais quelque chose d'aussi impressionnant en si peu de temps. » Je souris en pensant au chemin parcouru. Parfois, nous avons besoin de tout perdre pour découvrir ce que nous pouvons vraiment faire. Je n'avais pas raconté toute l'histoire à Frédéric. Il savait que j'étais mère célibataire, mais il ne connaissait pas les détails de la façon dont j'en étais arrivée là. Ce soir-là, cependant, j'ai senti que je pouvais lui faire confiance. Je lui ai tout raconté. L'appartement, Michel, sa mère, comment il m'avait mise à la porte alors que j'étais enceinte, et comment j'étais sur le point de récupérer ce qui m'appartenait légalement. Frédéric écouta en silence, son expression passant de l'incrédulité à l'indignation. « Et que feras-tu quand tu récupéreras l'appartement » demanda-t-il finalement. La question me prit par surprise. Pendant si longtemps, récupérer l'appartement avait été le but ultime, la preuve que j'avais gagné. Mais maintenant, avec Renaissance qui prospérait, avec Victoire qui grandissait heureuse et en bonne santé, avec notre nouvelle vie si pleine, je réalisais que l'appartement ne signifiait plus la même chose pour moi. « Je pense que je le vendrai », répondis-je après un moment.
Et j'utiliserai l'argent pour développer Renaissance. Peut-être créer une fondation pour les femmes dans des situations similaires à la mienne. Frédéric hocha la tête avec approbation. Tu as construit quelque chose de bien plus précieux qu'un appartement, Lucie. Tu as construit un avenir. Ce soir-là, en rentrant à la maison où la baby-sitter s'occupait de Victoire, je me suis assise sur le balcon avec un verre de vin, regardant les lumières de Lyon. En un peu plus d'1 an, j'étais passée d'une femme abandonnée et enceinte à la directrice d'une entreprise prospère. Ça n'avait pas été facile. Il y a eu des nuits de doute, des moments où la fatigue menaçait de me submerger, des jours où la vie que je pensais avoir avec Michel me manquait. Mais en regardant en arrière, je réalisais que cette vie n'aurait jamais été vraiment la mienne. J'aurais toujours été dans l'ombre de Madame Leclerc, toujours jugée, jamais assez bien. Maintenant, j'avais construit quelque chose que personne ne pouvait m'enlever. Aurore m'a appelée le lendemain matin. « Nous avons une date pour l'audience finale », annonça-t-elle d'une voix triomphante. « Prépare-toi, Lucie. Nous allons récupérer ta maison. » C'était une matinée lumineuse, presque cruellement belle, le genre de journée lyonnaise qui vous fait croire que tout est possible. Je m'habillais avec soin. Un tailleur pantalon bleu marine que j'avais acheté spécifiquement pour cette occasion, des talons discrets mais fermes, les cheveux attachés en un chignon impeccable. Pendant que j'appliquais une touche de gloss sur mes lèvres, Victoire m'observait depuis sa chaise haute, jouant avec son jouet préféré, un petit lion en peluche. « C'est aujourd'hui, mon amour », lui dis-je en la prenant dans mes bras. « Le jour où nous fermons un chapitre pour toujours. » Thérèse est venue s'occuper de Victoire. En tant que directrice de la création de Renaissance, elle était la seule en qui j'avais confiance pour prendre des décisions en mon absence, et en tant qu'amie, elle était la seule à qui je confiais ma fille un jour si important. « Va récupérer ce qui t'appartient », me dit-elle en prenant Victoire de mes bras. « Nous, on s'en sortira. » Aurore m'attendait devant le tribunal, avec un dossier rempli de documents et un sourire d'anticipation. L'audience fut brève. Le juge, un homme d'âge mûr aux yeux fatigués mais attentifs, examina les documents et écouta les arguments. Michel était présent avec son avocat, assis raidement dans son costume coûteux. Sa mère n'était pas venue, remarquai-je. Une tentative de paraître plus sympathique aux yeux du juge, cela n'avait plus d'importance. Quand le juge a rendu sa décision, j'ai ressenti un calme étrange. La propriété reste légalement au nom de Madame Lucie Garcia-Vega selon les termes de la fiducie. Le transfert a été effectué dans des circonstances irrégulières et sans le consentement plein et entier de la propriétaire. La restitution immédiate est ordonnée. Michel a essayé de me parler en sortant du tribunal, mais Aurore s'est interposée avec élégance. « Ma cliente ne communiquera désormais que par les voies officielles », dit-elle fermement. « Vous avez 24 heures pour quitter les lieux. » De retour à mon bureau, j'ai reçu les félicitations de mon équipe, mais je me sentais étrangement déconnectée de la célébration. Ce n'était pas du triomphe que je ressentais, mais une sorte de conclusion tranquille, comme si je pouvais enfin fermer une porte qui était restée entr'ouverte. Le lendemain, à 10 heures précises du matin, je suis arrivée à l'appartement avec Aurore et un huissier de justice. Je portais Victoire dans mes bras et l'ordonnance du tribunal dans mon sac. C'était la première fois que je revenais depuis cette nuit-là, et mon cœur battait fort en montant les escaliers familiers. Ce fut Madame Leclerc qui ouvrit la porte, vêtue d'une robe de chambre en soie, un verre de mimosa à la main. Son visage se figea en me voyant. « Toi ?» dit-elle avec dédain. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Cet appartement est toujours légalement le mien, » dis-je calmement. « Vous avez 1 heure pour rassembler vos affaires personnelles et partir. » Michel apparut derrière elle, l'incrédulité gravée sur son visage. Il semblait plus vieux, remarquai-je, avec de nouvelles rides de tension autour des yeux. « Tu fais une erreur, » balbutia-t-il. Je lui tendis les papiers. « Non, c'est toi qui as fait l'erreur. Quand tu l'as choisie elle plutôt que moi. Quand tu as laissé ta mère mettre ta femme enceinte à la rue. Ils ne bougèrent pas. Alors, je l'ai fait. Je suis passée à côté d'eux, entrant dans l'appartement que j'avais construit, chaque pas résonnant comme la justice dans les couloirs. L'huissier me suivit, expliquant les conséquences légales s'il ne se conformait pas à l'ordre d'expulsion. L'appartement avait changé. Les meubles que j'avais choisis avec tant de soin avaient été remplacés par des pièces ostentatoires qui criaient le goût de Madame Leclerc. Les murs que j'avais peints d'une douce couleur pêche étaient maintenant d'un blanc stérile. Mais sous tous ces changements, c'était toujours le même espace que j'avais autrefois appelé mon foyer. Je m'arrêtais dans ce qui aurait dû être la chambre du bébé. C'était maintenant un bureau,
avec un bureau en acajou et des étagères remplies de livres de droit. Aucune trace qu'elle ait jamais été pensée pour accueillir une nouvelle vie. Madame Leclerc me suivit, sa voix maintenant moins assurée. « Tu ne peux pas simplement venir et nous expulser. Michel a beaucoup investi dans cet endroit. » Je me tournai vers elle, ressentant un calme que je n'avais jamais connu en sa présence. « C'est exactement ce que vous m'avez fait. La différence, c'est que j'ai la loi de mon côté. » Michel entra dans la pièce, son visage un masque de conflit. Pour la première fois, il sembla vraiment voir Victoire, qui observait tout avec curiosité depuis mes bras. Sa fille, la fille dont il n'avait jamais demandé de nouvelles, qu'il n'avait jamais essayé de connaître. « On peut trouver un arrangement, » dit-il, la voix suppliante. « Je peux te racheter l'appartement, au-dessus de sa valeur marchande. »« Il n'est pas à vendre, » répondis-je. « Pas à toi. »« Qu'est-ce que tu vas en faire ?» demanda-t-il, confus. « Tu as ta nouvelle vie, ton entreprise. J'ai entendu parler de renaissance digitale. Tu as du succès. » Je souris légèrement. « Ce que je fais de ma propriété ne te regarde plus. » Madame Leclerc commença à rassembler quelques affaires, sa façade de dignité s'effritant. « C'est ridicule. Te rends-tu compte de qui est mon mari? Des relations que nous avons? » Bien sûr que je le sais. J'ai vécu avec les conséquences de ces relations pendant près de 2 ans. Mais il s'avère que même le juge Durand ne peut ignorer la loi quand il y a des preuves claires d'irrégularité. Ses yeux s'agrandirent en entendant le nom du juge. C'était le père de la femme avec qui Michel était sorti après notre séparation, comme me l'avait raconté Aurore. Apparemment, cette relation s'était également terminée, et pas en bons termes. « Il vous reste 50 minutes », rappelai-je en regardant ma montre. Je me déplaçai dans l'appartement, observant ce qu'ils en avaient fait. Dans la cuisine, où j'avais autrefois préparé des dîners pour Michel, imaginant notre avenir ensemble, il y avait maintenant des appareils électroménagers coûteux qui semblaient à peine utilisés. Le balcon où nous avions l'habitude de prendre le petit déjeuner le dimanche avait maintenant des meubles de design italien qui paraissaient inconfortables et impersonnels. Michel me suivit comme une ombre, essayant différentes tactiques. D'abord la culpabilité. « Comment peux-tu nous faire ça ?» Puis les supplications. « S'il te plaît, Lucie, nous pouvons parler en adulte. » Finalement, quand il vit que rien ne fonctionnait, vinrent les menaces voilées. « Cela aura des conséquences pour toi et ton entreprise. » Je le regardais droit dans les yeux, sans ciller. « Tu me menaces, Michel ? » Parce que ce serait très imprudent en ce moment, avec un représentant de la loi présent. L'huissier, qui avait discrètement supervisé le processus, s'avança. « Monsieur Alvarez, je vous suggère de vous concentrer sur le rassemblement de vos affaires. Le temps presse. » Je vis Madame Leclerc sortir des bijoux d'un coffre-fort qu'ils avaient installé dans la chambre principale. Elle semblait plus âgée que dans mon souvenir, plus fragile sans son armure habituelle d'arrogance. Un instant, je ressentis une pointe de pitié pour elle. Quelle sorte de vie avait-elle vécu pour devenir quelqu'un capable de mettre une femme enceinte à la rue? Quelle blessure portait-elle qui l'avait tant endurcie? Victoire commença à s'agiter dans mes bras, fatiguée de la tension ambiante. Je la berçai doucement, lui murmurant à l'oreille. Michel nous observait, et un instant, je crus voir une lueur de ce qui aurait pu être. Le regret, le désir, la reconnaissance de ce qu'il avait perdu. « Elle a tes yeux », dit-il à voix basse. « Elle a les siens », répondis-je. Je ne lui donnerais même pas ça. Un lien avec la fille qu'il avait choisi d'ignorer. Quand l'heure fut presque écoulée, ils étaient tous les deux à la porte avec des valises faites à la hâte et des cartons mal fermés. Madame Leclerc sembla sur le point de dire quelque chose, mais se retint finalement, sortant la tête haute, mais les épaules vaincues. Michel s'arrêta un instant de plus. « Je suis désolé, » dit-il finalement. « Pour tout. » Je le regardai, cherchant sur son visage l'homme que j'avais autrefois aimé. Il n'était plus là. Peut-être ne l'avait-il jamais vraiment été. « Moi non, » répondis-je. « Tout ce qui s'est passé m'a mené ici, et c'est exactement là que je veux être. » La porte se referma derrière eux avec un bruit définitif. Je restai au centre du salon, Victoire dans mes bras, l'huissier vérifiant discrètement qu'ils étaient bien partis. Aurore me posa une main sur l'épaule. « Ça va ?» demanda-t-elle doucement. Je regardai autour de moi. Les murs qui avaient autrefois été témoins de mes larmes et qui assistaient maintenant à ma victoire. Mais cela ne ressemblait pas à un triomphe bruyant. C'était plus calme, plus profond. La justice arrive parfois silencieusement, comme la lumière de l'aube après une nuit interminable. «
Parfaitement bien, répondis-je, et pour la première fois depuis longtemps, c'était entièrement vrai. Ils partirent en silence. Pas de cris, pas de drame. Juste un choc silencieux qui se répercutait dans les espaces vides qu'ils laissèrent derrière eux. Je restais dans le salon, Victoire babillant joyeusement dans mes bras, et je respirais profondément. Je n'étais pas la même femme qu'ils avaient tenté de briser. J'avais été détruite, oui, mais je m'étais reconstruite pièce par pièce. Et maintenant, chaque recoin de cet appartement résonnait d'une nouvelle vérité. Ma place était ici. La leur ne l'avait jamais été. « Que penses-tu faire de l'endroit ?» demanda Aurore en rangeant les documents légaux dans sa mallette. Je regardais autour de moi, voyant au-delà des changements superficiels que Madame Leclerc avait imposés. En dessous de tout cela, il y avait les murs que j'avais choisis, les sols que j'avais sélectionnés avec soin, les espaces que j'avais imaginés remplis de rire et d'amour familial. « Je ne vais pas y rester, » répondis-je avec certitude. « Cet endroit n'est plus ma maison. » Dans les jours qui suivirent, j'ai engagé un agent immobilier recommandé par Frédéric. L'appartement serait mis sur le marché immédiatement. « Il est dans un emplacement privilégié », commenta l'agent en prenant des photos. « Avec les rénovations qu'ils ont faites, nous pourrions en demander beaucoup plus que ce que vous avez payé à l'origine. » Ironie du sort, les rénovations ostentatoires de Madame Leclerc augmenteraient à mon bénéfice. Je ne pus m'empêcher de sourire devant cette justice poétique. Pendant ce temps, je continuais à vivre dans notre confortable appartement du 6e arrondissement avec Victoire. Il était plus petit que l'appartement en litige, mais il était rempli de souvenirs heureux. Ses premiers pas chancelants dans le couloir, nos matins de dimanche paresseux, les petites célébrations avec l'équipe de Renaissance. C'était notre véritable foyer. Un après-midi, alors que Victoire faisait la sieste, je reçus un appel de l'agent immobilier. « J'ai une offre », annonça-t-il. « Elle est sérieuse et au-dessus du prix du marché. » Quand il mentionna le chiffre, je faillis laisser tomber le téléphone. C'était considérablement plus que ce que j'espérais, assez pour assurer l'avenir de Victoire et pour étendre Renaissance Digitale à Paris, comme je l'avais prévu. « Qui fait une offre pareille sans même négocier ?» demandai-je, méfiante. Il y eut une pause gênée de l'autre côté de la ligne. « C'est le père Martin, de la paroisse Saint-Paul. Apparemment, il cherche des propriétés pour les transformer en logements de transition pour les femmes en situation de vulnérabilité. » Quelque chose remua en moi. La paroisse Saint-Paul était là où Camille et moi étions allés cette première nuit désespérée, quand je me suis retrouvée sans abri et enceinte. Le père Martin nous avait aidés à trouver un refuge temporaire, jusqu'à ce que Camille puisse s'organiser pour m'héberger. « J'accepte, » dis-je sans hésiter. « À une condition, je veux leur remettre les clés personnellement. » Une semaine plus tard, tous les documents signés et le virement bancaire effectué, je me retrouvais dans l'appartement pour la dernière fois. J'avais apporté une petite boîte avec les quelques objets personnels que je voulais conserver, quelques photos de l'endroit quand je venais de l'acheter, un carreau de ciment lyonnais qui avait été à l'entrée, la clé originale que j'avais utilisée pour la première fois. Le père Martin arriva ponctuellement, avec son pas tranquille caractéristique et son sourire aimable. « Lucie, » dit-il en me voyant, « quelle joie de vous voir si bien. » Je lui tendis les clés, sentant que je bouclais une boucle parfaite. Cet endroit, j'espère qu'il aidera de nombreuses femmes à trouver leur chemin. Il le fera, assura-t-il. Nous avons déjà 3 familles qui pourront emménager le mois prochain. Des mères célibataires, comme vous l'étiez, mais sans vos ressources ni votre force. Nous avons parcouru l'appartement ensemble pendant que je lui expliquais les détails pratiques, où se trouvait le tableau électrique, comment fonctionnait le chauffage, les petites particularités que seule connaît celle qui y a vécu. « Je n'ai jamais compris pourquoi vous avez décidé de nous le vendre à nous, » commenta-t-il lorsque nous eûmes terminé la visite. « Vous aviez de meilleures offres. » Je souris, réfléchissant à la manière d'expliquer quelque chose que je ressentais si clairement. Parce que la plus grande vengeance n'est pas la destruction, c'est la résurrection. Et je veux que cet endroit, qui fut autrefois le théâtre de la cruauté, devienne un espace de guérison. Avant de partir, je parcourus chaque pièce une dernière fois et murmurai « Je vous pardonne », pas pour qu'il se sente mieux, mais pour que je puisse lâcher complètement le passé. En sortant, je ne regardais pas en arrière. Je n'avais plus besoin de cet endroit pour me définir. Avec l'argent de la vente,
je tins ma promesse d'étendre Renaissance à Madrid. Nous trouvâmes un magnifique local dans le Marais, engageâmes une nouvelle équipe et lançâmes le bureau avec une campagne pro bono pour une association de mères célibataires. Je créai également un fonds fiduciaire pour Victoire et nous fîmes un don important à des refuges pour femmes fuyant des familles abusives. Le jour de mes 30 ans, j'organisai une fête dans notre bureau de Lyon. Ils étaient tous là, Camille, qui dirigeait maintenant notre département des ressources humaines, Thérèse, promue directrice de la création, Frédéric, dont l'investissement initial avait augmenté de manière exponentielle, Aurore, qui restait mon avocate et amie, et bien sûr, Victoire, âgée de près de 3 ans, courant parmi les invités dans sa robe préférée. « Portons un toast », proposa Frédéric en levant son verre, à la femme la plus résiliente que je connaisse. À Lucie, qui nous a appris que tomber n'est pas la même chose qu'échouer. Au milieu des applaudissements et des rires, je ressentis une vague de gratitude si intense qu'elle faillit me submerger. Je regardais autour de moi, les vies entrelacées avec la mienne, l'entreprise que nous avions construite ensemble, l'avenir qui s'étendait brillant devant nous. « À nous toutes », répondis-je, « à celles qui sont tombées et se sont relevées, à celles qui ont perdu et trouvé quelque chose de mieux, à celles qui ont été sous-estimées et ont prouvé leur valeur. » Plus tard dans la soirée, quand les invités furent de partie et que je couchai Victoire, elle me regarda avec ses yeux curieux. « Maman, tu es heureuse ?» La question me surprit par sa profondeur. Ma fille, toujours perspicace, captant des nuances que d'autres laissaient passer. « Oui, mon amour », répondis-je en caressant ses cheveux. « Très heureuse. » Et c'était vrai. Pas le bonheur naïf que j'avais autrefois imaginé, mais un bonheur plus complexe et plus riche. Un bonheur forgé dans le feu, trempé par l'adversité, plus fort grâce aux fissures qu'il avait survécues. 1 an après avoir vendu l'appartement, je suis tombée par hasard sur Michel lors d'une inauguration. Il était plus mince, avec des cheveux gris prématurés sur les tempes. Il me salua d'un geste gêné et nous restâmes près de la table des petits fours, échangeant des politesses vides. « J'ai entendu dire que Renaissance marche très bien », dit-il finalement, brisant la tension. « C'est exact », répondis-je sans m'étendre. « Et Victoire, comment va-t-elle » Quelque chose dans sa voix, un désir tardif, me fit le regarder vraiment. « Elle va bien, heureuse, en bonne santé, brillante. » Il hocha la tête, regardant son verre de vin comme s'il contenait des réponses. « Je me suis trompée, Lucie. Monumentalement. Ce n'était pas une excuse, remarquai-je. C'était la constatation d'un fait. Je sais, répondis-je simplement. Parfois, je pense à ce que ce serait si j'avais choisi différemment. Je pris une gorgée de mon champagne, m'accordant un moment pour considérer son commentaire. Moi non, dis-je finalement. Je ne perds plus de temps à imaginer des chemins que je n'ai pas pris. Je suis exactement là où je dois être. Je pris congé d'un geste poli et m'éloignai pour rejoindre Frédéric, qui m'attendait de l'autre côté de la salle. Je ne ressentis aucun remords, aucune colère, ni même de satisfaction à voir Michel apparemment repentant. Juste une certitude tranquille que nos chemins s'étaient séparés pour une raison. Mon nom figurait toujours sur cet acte de propriété dans une archive quelque part. Mais plus important encore, il était écrit dans l'héritage que je vivais maintenant. Dans mon entreprise, qui donnait des opportunités aux femmes que d'autres rejetaient, dans les refuges que nous avions aidé à financer, dans les yeux brillants de Victoire, qui grandissait sans connaître de limite à ses rêves. Et personne, ni une belle-mère cruelle, ni un mari lâche, ne pourrait jamais effacer cela. Un après-midi, alors que Victoire et moi plantions des fleurs sur notre petit balcon, elle m'a interrogée sur son père. Elle avait 5 ans et commençait à remarquer les différences entre notre famille et celle de ses camarades d'école. Je lui ai raconté une version adoucie de la vérité, que son père et moi avions pris des chemins différents avant sa naissance, que parfois les gens ne peuvent pas être ensemble même s'ils se sont aimés. « Mais toi, tu m'as toujours voulu ?» demanda-t-elle, avec de la terre sur les joues et un sérieux touchant dans les yeux. « Dès le premier instant, » répondis-je en la serrant dans mes bras, « et ça ne changera jamais. » Alors que le soleil lyonnais se couchait sur notre petit jardin urbain, je pensais au long chemin que j'avais parcouru. De cette nuit froide où je me suis retrouvée sans abri à ce crépuscule doré sur notre balcon fleuri. Les cicatrices étaient toujours là, mais elles ne faisaient plus mal. Elles étaient devenues les marques d'une bataille gagnée, des rappels de ma propre force.
J'avais appris que le foyer n'est pas un lieu, mais un sentiment, que la famille n'est pas toujours celle que l'on reçoit par la naissance, mais celle que l'on construit avec amour et loyauté, que la justice tarde parfois, mais quand elle arrive, elle apporte avec elle une paix qu'aucune vengeance ne pourrait procurer. Et surtout, j'avais appris que certaines tempêtes ne viennent pas pour nous détruire, mais pour nettoyer notre chemin.